matin, j'ai la lourde tâche de présenter une situation en Côte d'Ivoire. Je crois qu'en fait, bon, c'est un sujet de discussion. On n'aura pas le temps de pouvoir entrer en profondeur là-dedans. Comme il y a juste 10 minutes, je vais vraiment aller un peu à l'essentiel et puis qu'on pose des questions. On aura le temps de pouvoir échanger. Donc voici le plan de ma présentation. D'abord, je vais présenter rapidement la zone d'étude. Un élément sur les changements climatiques en Côte d'Ivoire, c'est juste un élément. On va également voir quelques exemples d'érosion côtière en Côte d'Ivoire et en termes de politique de RSC, que ça a été fait, et à la fin, une conclusion. Donc la zone d'étude, c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que je n'ai pas voulu mettre tous les chiffres parce que, bon, pratiquement, nous aussi, nous savons que c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes donnés pour le cadre, n'est-ce pas, de la plantation. J'ai bien voulu mettre également sur la carte pour qu'on puisse, pour ceux qui ne savent pas, voir exactement où se trouve la Côte d'Ivoire. Donc, en termes de changement climatique, il faut dire que la Côte d'Ivoire a subi, nous continuons de subir des conséquences des changements climatiques et les secteurs les plus touchés sont les ressources en eau, l'agriculture et puis l'érosion côtière. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais plus parler un peu de l'agroforesterie et puis l'érosion côtière. Alors, des données qui ont été collectées depuis 1955 et 88, lorsque nous avons fait un peu l'analyse, la comparaison, vous voyez que là, en 1955, le couvert végétal qui est pratiquement en vert ici, et les zones agricoles sont en jaune, et puis les forêts un peu intermédiaires sont en couleur grise. Et en 88, vous voyez un peu que la couleur verte a pratiquement disparu à cause, n'est-ce pas, de la déforestation, le commerce, n'est-ce pas, des arbres et l'agriculture également aussi intensive a fait que les terres cultivables se sont étendues et là on voit un peu la couleur jaune qui a pratiquement dominé la carte de la Côte d'Ivoire. Donc tous ces éléments ont participé, n'est-ce pas, au changement climatique qui font que actuellement les pluies sont vraiment assez rares et même les calendriers culturaux ont pratiquement changé. Et la Côte d'Ivoire, c'est tout, n'est-ce pas, est un pays côtier. Donc nous allons voir par la suite les impacts, peut-être pas directs, mais en tout cas les impacts, n'est-ce pas, de tous ces changements climatiques, toute cette déforestation sur l'environnement. Alors, là c'est Port-Boué, c'est, disons, un quartier côtier, pas très loin, n'est-ce pas, de l'aéroport, n'est-ce pas, d'Abidjan. Et on voit déjà ici, vous voyez une maison, enfin pas une maison, enfin un toit, une couleur bleue. Bleu clair. Voilà, bleu clair qui est là. Ça, c'est une piscine qui avait été faite dans le cadre, n'est-ce pas, un particulier qui a construit, n'est-ce pas, un hôtel. Et on voit que pratiquement là, la piscine est rompue sous l'effet, n'est-ce pas, des vagues. Donc ça en fait, l'hôtel était jusque là, mais avec l'érosion, l'hôtel a carrément disparu. Et là même la piscine, on a eu l'occasion de pouvoir se baigner, est en train de disparaître. On voit également aussi quelques habitations ici qui sont en train de céder sous le poids de, voilà, voici également aussi un autre exemple. Voilà, les maisons sont pratiquement suspendues, alors qu'il y a quelques années, ces maisons étaient pratiquement peut-être à 100 ou 200 mètres, n'est-ce pas, de la berge. Donc là, c'est vraiment une situation assez difficile que nous vivons à Abidjan et puis pratiquement
Voilà, là également aussi c'est un exemple typique. Ça c'est une voie bitumée qui est vraiment en train d'être qui est détruite maintenant par la mer. Donc c'est généralement lorsqu'on construit une voie à côté de la côte, c'est-à-dire qu'en fait on a au moins peut-être 200 mètres, même 300 mètres, voilà, avant de faire, n'est-ce pas, la voie bitumée. Mais là pratiquement toute la voie, malgré, n'est-ce pas, la présence des cocotiers, c'est vrai qu'on a vu qu'il fallait planter des cocotiers, malgré la bande des cocotiers, l'érosion est vraiment assez forte. Et comme le présentateur, n'est-ce pas, a eu à le dire, la protection des baies qui ont commencé au Togo et puis au Ghana, le problème a été déplacé et ça se retrouve, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire où, disons, les ondes marines sont un peu plus fortes, n'est-ce pas, sur les baies des côtes, n'est-ce pas, ivoiriennes. Alors, avec tout cela, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement ivoirien? Déjà, en 2012, il y a un programme national qui a été mis en place pour lutter, n'est-ce pas, contre les changements climatiques. Ça, c'est en 2012. Les données que le président vient de donner, c'est en 2011. Les photos que vous voyez ici, c'est en 2011 qu'il y a eu en tout cas, bon, pas un tsunami, mais en tout cas, c'était comme un tsunami, une nuit. Les vagues ont emporté. Donc en 2012, il y a eu la mise en place de ce programme. Donc c'est un programme qui se veut un peu participatif, interministériel, pour régler un peu la faible intégration de l'adaptation et de l'atténuation dans les planifications sectorielles. Mais il s'agit d'un programme comme tout autre, et on verrait un peu les limites de cela. Et en Côte d'Ivoire, il y a un établissement, un organisme qu'on appelle l'ONPC, l'Office national de la protection civile, qui en principe est responsable de la protection des biens des personnes en Côte d'Ivoire. Et cet organisme a été créé en 1961. Alors voici un peu quelques activités que l'organisme devait pouvoir, comme je dis, devrait pouvoir, n'est-ce pas, mener, c'est-à-dire la lutte contre les incendies, le secours mécanisé, le contrôle des établissements, et l'étude de dossiers dans le cadre des permis de conduire, de construire des maisons. Donc souvent c'est un peu les différentes tâches que l'organisme devait pouvoir faire, l'intervention aquatique et puis subaquatique, et puis l'enseignement et pratique du secourisme. Alors qu'est-ce qui a été fait de manière pratique depuis là? Il y a eu le plan Orsec qui a été mis en place, je crois, en 2009-2010, suite, n'est-ce pas, à une inondation, des glissements de terrain à Abidjan. Ce plan a été mis en place. Il y a eu également aussi le plan pour l'UMA qui a été mis en place également aussi dans le cadre de certaines pollutions marines au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a également des plans pour la lutte contre les feux de brousse. Et puis en 2010, il y a eu également aussi un atelier de renforcement des capacités des points locaux, des points focaux en charge de la réduction des catastrophes à Abidjan. Mais malgré tout cela, il faut dire que les changements climatiques en Côte d'Ivoire affectent forcément les stratégies de développement ainsi que, n'est-ce pas, les perspectives. Il y a eu, n'est-ce pas, de belles idées, il y a eu, n'est-ce pas, des établissements qui ont été mis en place, il y a eu, n'est-ce pas, des plans. Mais il faut dire que le manque de coordination multisectorielle et surtout l'insuffisance des moyens ne permettent pas toujours une pleine efficacité, n'est-ce pas, dans les réponses aux catastrophes dont les impacts sont n'est-ce pas, disciplinaires. Voilà, je vous remercie. J'ai pas eu le temps de pouvoir aller, n'est-ce pas, en profondeur, mais je pense que déjà au travers, n'est-ce pas, de la présentation, j'ai pu quand même donner quelques éléments sur, n'est-ce pas, les changements climatiques. Comme je l'ai dit, il y a des impacts sur l'agriculture. J'ai parlé un peu du changement des calendriers culturaux. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit pour la présentation, mais j'ai quand même à le dire. Maintenant, en termes de couvert végétal, de changement, je pense que comme dans la plupart des pays qui sont à l'équateur, il y a le commerce, n'est-ce pas, de l'arbre, voilà, qui s'est développé. Et je crois que actuellement, pour lutter un peu cela, il y a le RED+, des programmes de RED+, pour, n'est-ce pas, contrôler un peu les dépenses en carbone. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, certifier le bois
Donc c'est pour lutter un peu contre la déforestation, je dirais, intensive et puis, je dirais, criminelle. Donc c'est un peu ce qui s'est passé de 55 jusqu'à 88. Donc ça fait qu'aujourd'hui, devant, n'est-ce pas, comme vous le voyez, c'est en 2013, il y a vraiment un cas d'urgence. Donc il y a des politiques qui sont mises en place pour en tout cas reboiser, mais surtout vraiment de faire, de couper les arbres, n'est-ce pas, avec méthode, et puis également aussi de couper, n'est-ce pas, les bois, n'est-ce pas, essentiels, et puis faire l'effort de pouvoir les marquer. J'ai vu parmi les stratégies dans le cadre de l'adaptation, oui. Il y a la lutte contre le feu de brousse. Concrètement, ça se passe comment chez vous? Donc concrètement, il y a au niveau des, il y a ce qu'on appelle les agents des eaux et des forêts. Il y a des comités villageois qui sont mis en place. Et généralement, les feux de brousse, c'est à partir de février jusqu'à mai. C'est la période vraiment assez propice pour les feux de brousse. C'est pas forcément intentionnel, ça peut être quelqu'un qui allait, jeter, ça peut être un petit braise, n'est-ce pas, de feu. Donc souvent, à la pause de ces périodes-là, il y a des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation. Et généralement, lorsqu'on va un peu vers le nord de la Côte d'Ivoire, il y a le vent qu'on appelle l'harmattan. C'est un vent, n'est-ce pas, assez fort qui vient du Burkina, du nord, que sur la côte. Et pendant cette période-là, en tout cas, le vent est vraiment assez fort. Tout ce qui est braise, tout ce qui est en tout cas, foyer, n'est-ce pas, de feu, peut être facilement emporté. Et comme dans cette période, les feuilles sont pratiquement sèches, c'est un peu comme, ici, les feuilles sont un peu sèches. Dès qu'il y a vraiment un foyer de feu, c'est pratiquement toute la forêt qui est prise. Donc il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites, et puis également des affiches dans les villages, etc., en se basant, n'est-ce pas, sur les chefs du village et puis les comités villageois. Oui. Sur cette image de la paix des Port-Boueux, est-ce que le gouvernement a envie de délocaliser les habitants ou bien s'il faut l'espace à long terme, ils vont disparaître ces habitants? Est-ce qu'il y a une politique de reloger ces habitants des Port-Boueux? Bon, je crois que, oui, à long terme, il y a des politiques, mais le point c'est que c'est les moyens pour pouvoir relocaliser toutes ces personnes-là. Voilà, c'est les moyens pour pouvoir relocaliser ces personnes. Je crois que, comme je l'ai dit, l'aéroport d'Abidjan n'est pas peut-être à maximum 1 km, mais il y a des politiques, c'est ça, ça est dans les pensées, mais voilà, pour pouvoir voir comment relocaliser, n'est-ce pas, l'aéroport. Mais de manière concrète, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu, n'est-ce pas, d'action pour vraiment délocaliser ces personnes qui sont là. Mais voilà. Oui, mais comment il faut faire? Parce que ça avance, hein? Non, mais c'est ce que je dis. Déjà, par exemple, l'hôtelier, qui a payé pratiquement tout son patrimoine, bon, c'est le Roger lui-même. Mais généralement, lorsqu'on parle de relocalisation, les personnes attendent, disons, un appui financier de l'État. Voilà. Or, malheureusement, c'est ce qui est un peu difficile et ça crée souvent des situations de frustration. Oui, moi ma question se porte sur la forêt, parce que j'y étais l'année passée et j'ai vu que la forêt est remplacée progressivement et rapidement par les palmeraies. Et je ne sais pas ce que cela peut avoir comme impact sur l'environnement, parce que je me rappelle que j'ai fait en véhicule plus de 10 km, 15 km jusqu'à la côtière de Dabou jusqu'à la frontière de Libéria. C'était palmeraie à gauche, c'était palmeraie à droite, levé à gauche, levé à droite. Bon, j'étais en train de me poser des questions. Où allons-nous? Et qu'est-ce qu'on fait pour... Et en temps, c'était en montagne, le cacao. Bon. Qu'est-ce que cela peut avoir comme incidence sur l'environnement? Parce que l'environnement ne se constitue pas seulement de ces arbres-là. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être voir deux aspects. En termes, n'est-ce pas, d'espèces, disons, fruitiers ou bien, sylvicoles, ça contribue également aussi ça contribue, n'est-ce pas, à avoir certains couverts végétal. Mais en termes d'autosuffisance alimentaire, effectivement, il y a une menace. Parce que lorsqu'on remplace le vivrier, l'igname, la banane, par le palmier et puis par les véas, il y a vraiment une certaine menace. Et puis également aussi, ces palmeraies, ces plantations, n'est-ce pas, des véas, utilisent beaucoup de pesticides qui, n'est-ce pas, polluent, n'est-ce pas, le sol. Et là même en Côte d'Ivoire, nous avons un problème au niveau, n'est-ce pas, de la côte. Il y a une ville qu'on appelle Jacquesville, qui est vraiment une ville côtière. Et actuellement même,
on observe, n'est-ce pas, des morts de poissons dans l'eau. Mais c'est dû un peu en amont, il y a de grandes plantations de bananes, les bananes douces que nous utilisons, de grandes plantations de bananes. Donc toutes les pesticides qu'on utilise dans ces plantations-là depuis en tout cas 5 ans, 10 ans sont infiltrés, n'est-ce pas, dans la nappe et ça se retrouve, n'est-ce pas, au niveau de la mer. Donc là, entre la mer et puis n'est-ce pas, la terre, il y a ce qu'on appelle chez nous aussi, en fait c'est des lacs, on appelle des lagunes. Donc la présence, n'est-ce pas, de ce pesticide-là dans ces eaux font que, n'est-ce pas, les poissons sont, on observe actuellement un phénomène, n'est-ce pas, de mort de poissons. Donc c'est un peu également aussi, enfin disons, les difficultés, sinon les problèmes environnementaux que soulève la présence de cette spéculation. Voilà, justement, comme je suis ivoirien, un additif, c'est que le problème a été soulevé par les deux là dans leur question concernant l'étendue de la forêt. En même temps que le gouvernement encourage les paysans à faire, comme il le dit, les plantations de palmiers à huile, des VA. Bon, on les encourage à moderniser davantage les plantations de cacao. La Côte d'Ivoire produit 40% du cacao du monde. Donc, il veut absolument maintenir cette position. Mais c'est au prix des forêts. Quand c'est comme ça, on détruit les forêts en même temps. On ne peut pas être premier producteur de cacao du monde et un premier en forêt. C'est pas possible. Il faut choisir. Et en même temps, varier les plantations. Ils n'ont qu'à faire cacao, etc., etc. Donc, c'est un problème climatique. Il y a des autres questions. Oui, j'avais un commentaire peut-être. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la ressource la plus utilisée au monde après l'eau? Quelqu'un a une idée? Non, c'est l'huile de palme, non? Le pétrole? Vous avez la réponse sur cette photo? Cette photo? Le sable. Le sable. Oui, oui. Le sable marin est la première ressource la plus utilisée après l'eau. Et j'ai vu un documentaire très intéressant où il montre que l'exploitation du sable crée l'érosion côtière dans de nombreuses régions. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des exploitations de sable que tu connais dans cette région de Côte d'Ivoire? Ça pourrait expliquer aussi pourquoi. Puis il y a c'est une carrière. Bon, à ce niveau. il faut dire que, enfin, le cas, n'est-ce pas, d'Abidjan, comme je l'ai dit, il y a des eaux qu'on appelle des lagunes. En fait, c'est des gens du lac. Et généralement, parce que en fait, le sable marin est salé. Donc, il y a, enfin, pour la construction, c'est pas vraiment assez approprié parce que pour les adjuvants, il y a des intégrations chimiques. Donc, généralement, ils préfèrent, en tout cas pour ceux vraiment qui ont plus de moyens, prendre le sable au niveau des lagunes où réellement, enfin, en termes de qualité, c'est vraiment assez approprié. Mais quand même, il existe en tout cas une forte, enfin, disons, une forte activité côtière, enfin, en termes d'extraction, n'est-ce pas, de sable. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement dû à cela qui fait que, n'est-ce pas, il y a les raisons. Comme je dis, il y a eu des actions de protection au Ghana et puis au Togo. Et enfin, pour ceux, n'est-ce pas, qui ont fait, n'est-ce pas, les zones, il voit que lorsque, par exemple, la vague vient se frapper sur la côte, les zones se propagent, se forment, n'est-ce pas, demi-circulaires. Et donc, c'est ces zones-là qui sont, comme à Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'action de protection des berges. Voilà, les zones sont encore plus fortes, n'est-ce pas? Privilégier cet aspect seulement du problème. Pardon? Je ne pense pas que c'est juste de privilégier cet aspect seulement de... Non, je ne privilégie. Non, je te dis, il y a l'activité, n'est-ce pas, des personnes qui collectent le sable. Mais en plus de ça aussi, il y a le fait que des actions ont été faites, n'est-ce pas, dans d'autres pays. Et je sais qu'actuellement, au niveau de la BOAD, la Banque africaine de développement, il y a un projet, disons, transfrontalier qui est en train d'être mis en place pour la protection, n'est-ce pas, des côtes, je crois, du Nigeria jusqu'au Libéria. Donc en fait, c'est faire une action commune. Et l'action concrète, ça va être quoi? L'implantation de... Pardon? L'action concrète de ce plan Protéger les berges. Comment vous allez protéger les berges là-bas? Vous allez planter, vous allez construire des murs? Je crois que le projet est encore en formulation, mais je crois qu'il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire la protection des berges. Il y a effectivement, déjà au niveau des côtes de la Côte d'Ivoire, il y a les cocotiers qui sont plantés,
je crois qu'il y a des systèmes de genre des bétons. Voilà, qu'on dépose n'est-ce pas sur les, enfin, sur les côtes. Mais vraiment ça devient un peu chier parce que c'est vraiment enfin, disons, du gros œuvre, hein, de ciment, les autres, enfin voilà. Mais je pense que c'est maintenant que le projet est en train n'est pas d'être finalisé. Bon, comme je ne suis pas enfin, océanographe, voilà, j'ai pas vraiment pour moi accès à ces données, mais je pense que c'est vraiment les techniques les moins, enfin, les plus appropriées seront utilisées à ces fins. Moi, je vois comme technique de construire une route en béton tout le long, non? Dans l'argent. Voilà. Donc, oui, non, mais en fait, je veux dire, bon, je ne sais pas des côtes, mais j'ai quand même vu la côte une fois ou deux fois au moins. Mais je me dis, alors, la façon dont je vois ça en image, j'ai l'impression que c'est le sable qui avance. Ouais. Si par exemple, on a profité pour mettre ça en valeur, on construit une route, en considérant la route, n'est-ce pas, qu'on dame. Ouais. Est-ce que le sable ne viendrait pas ça? Voici un exemple de route ici. Bon, oui. Voilà. Maintenant, le point c'est que, enfin, je parle en infrastructure, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les murs de soutènement. C'est-à-dire lorsqu'on fait, n'est-ce pas, des murs, il y a des murs de soutènement, mais pour faire un mur de soutènement, il faut voir un peu la profondeur, n'est-ce pas, du socle. Alors qu'au niveau, n'est-ce pas, de la côte, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont possibles, mais qui sont vraiment, enfin, très coûteux. Voilà, c'est-à-dire entre la surface et puis, n'est-ce pas, avoir le socle, pouvoir mettre en fait un mur de soutènement, voilà, c'est assez coûteux. Sinon, après, le mur, n'est-ce pas, tombe sous la pression, n'est-ce pas, des... Oui, puis en termes de coût. Je voulais tout simplement dire qu'avec la mer, rien n'est prévu. Parce que, par exemple, j'ai vu ça à Kribi au Cameroun, et vous êtes à 15 mètres de la plage, et brusquement, parfois l'eau vous atteint là où vous êtes. Donc, pour le cas de l'érosion côtière, comme tu l'as dit, ce sont des techniques qui coûtent très cher et de l'expertise qu'il faut venir chercher ailleurs, dans les pays développés, qu'il faut venir chercher ailleurs. Pourquoi ne pas élever les digues et tout? Donc, bon, je ne sais pas. Maintenant, le problème que je voulais peut-être insérer, c'est la recherche du sable dans les fonds marins, dans les lagunes et aussi dans le fleuve Niger. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur l'environnement? Bon, peut-être le fleuve Niger, moi j'ai fait un peu le Mali, le fleuve Niger c'est vraiment au centre. Mais c'est que, bon, avec l'extraction du sable dans le fleuve Niger, effectivement, il peut aussi avoir disons, certains impacts sur les pêches. Mais comme je dis, de manière directe, vraiment, par rapport au fleuve de l'Interland, il n'y a pas vraiment de... Mais comme je dis, effectivement, il y a des activités d'extraction de sable le long de la côte. Mais ce n'est pas dû, principalement à ça. Enfin, la raison n'est pas due principalement, n'est-ce pas, à cela, puisqu'il y a des parties de la côte où il n'y a pas d'activité, n'est-ce pas, d'extraction du sable, mais où les villages ont pratiquement disparu. Donc, on me dit que c'est vraiment un phénomène, n'est-ce pas, disons, un phénomène marin, la transmission, n'est-ce pas, des zones marines qui font que lorsqu'il y a des protections qui sont un peu solides dans d'autres pays, le rayon de propagation de l'onde devient encore plus grand. Donc, ça attaque également aussi les côtes. Par exemple, la construction, n'est-ce pas, des sols ne sont pas vraiment assez rigides. Oui, notre ami de... Non, ça va. Okay. Voilà, il faut voir. Donc, une dernière question. Une dernière question. Moi, j'ai voulu rappeler quelque chose. Je ne sais pas si vous travaillez dans l'administration publique. Je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont actuellement en cours en Afrique de l'Ouest pour arrêter cette histoire-là. Je ne sais pas ce qui est fait jusqu'à maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire pour bénéficier de ce genre de plan d'urgence-là. Ok. Bon, merci beaucoup. Je pense que j'ai expliqué, mais certainement que vous n'avez pas eu le temps d'écouter. J'ai dit la Banque africaine du développement, la BOAD, qui est située, qui est localisée, n'est-ce pas, à Lomé au Togo, est en train de mettre en place un projet. Le projet est mis en place déjà. Bon, non, mais n'est pas encore exécuté. On a déjà bénéficié, de quoi il dit ça? Non, laissez-moi finir, parce que moi j'étais le mois dernier à Cotonou, un atelier sur l'adaptation au changement climatique. Il y a eu des experts de la BOAD qui étaient là. Ils ont exposé, n'est-ce pas, également sur l'application du projet. Le projet, peut-être qu'il y a plusieurs phases, mais en tout cas le projet, n'est-ce pas, intégrateur sous-régional est en train d'être formulé, les ressources ne sont pas encore disponibles. Et lorsque ce projet sera mis en place, il va y avoir une action coordonnée de tous ces pays-là pour la protection, n'est-ce pas, de la côte. Parce qu'une nation isolée,
comme par exemple vous l'avez fait, enfin, disons au Togo, c'est un peu, enfin disons l'action au Togo qui interagit, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment aussi, je ne sais pas si c'est la zone portuaire, une zone portuaire là, surtout vous avez présenté. Bon, en tout cas, il y a un port là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a une expansion du port? Non, les travaux, il y a un projet, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Parce que ça aussi, ça peut agir sur le drainage de l'eau de la mer. Il n'y a pas encore de travaux d'extension du port. Oui. Mais comme il dit, c'est un problème qui doit être réglé de manière globale. C'est un peu comme actuellement la poliomyélite et puis d'autres maladies. Lorsque par exemple on fait une campagne de vaccination de poliomyélite en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est dans la sous-région, dans la même semaine, on fait n'est-ce pas, la campagne dans la même semaine dans tous les pays. Et quand c'est comme ça, même quelqu'un qui ne se trouve pas en Côte d'Ivoire, qui est en déplacement, en voyage, peut également aussi bénéficier du vaccin. Alors que si on faisait la vaccination en Côte d'Ivoire et qu'on devait le faire, il y a toujours avoir des personnes qui n'est pas vaccinées. Donc c'est un peu là l'action que la BOAD veut faire. C'est-à-dire une action commune, vraiment dans tous les pays, de manière, suivre vraiment la même période. Comme le bac. Voilà. C'est juste pour revenir à ce que mon cher ami René Dubois disait. Il faut penser global et agir local.